On repart, les amis. Tu voulais rajouter un truc sur... non, deux éléments, alors là encore, très intéressants. D'abord, la pagaille RSA. J'ai regardé, il faut aller essayer de savoir ce que Emmanuel Macron veut faire avec le RSA. Vous n'en savez rien. Une activité obligatoire, pas obligatoire, un emploi, pas un emploi, etc. Je le disais il y a 2 jours, Clément, c'est un de ces exemples de bug entre la science économique, qui, de manière à peu près unanime, dit faire bosser un gars qui a jamais bossé, inventer des activités artificielles qu'il faut en plus contrôler, Oui. Ça sert à rien. Et puis une population qui, assez majoritairement, trouve que oui, il faut une compensation au RSA. Je ne sais pas, peut-être que tu évoques l'article dans Les Échos de Pierre Cahuc, qui a été donc un grand spécialiste. L'ensemble de ceux qui, économistes comme toi, viennent sur ce plateau et qui disent tous, ça sert à rien. Alors, je ne suis pas spécialiste du marché du travail, mais c'est vrai que les économistes spécialistes de la question, et je pense à Pierre Cahuc notamment, qui est assez connu et qui a publié il y a quelques jours, juste après l'annonce d'Emmanuel Macron de ce projet de mesure, un article dans Les Échos où il dit de droite ou de gauche, les économistes trouvent que c'est inefficace comme mesure. Oui, il y a une vraie divergence. Et en même temps, on avait eu ce débat-là avec ce qu'avaient dit Tesmar et Landier, déjà sur l'immigration. Ce débat-là, il se pose tout le temps. Et moi, je trouve, mais c'est normalement comme ça en démocratie. Tu veux dire entre l'opinion, entre la société et les économistes? Oui, je dirais même entre le politique et l'économiste. Ouais. Et c'est pas parce que les économistes ont le regard de l'économiste qui va dire alors c'est inefficace ou ça n'a aucun effet ou on ne peut pas le percevoir que l'homme politique, lui, ne peut pas orienter une certaine vision. Parce qu'il n'y a pas que la science économique, il n'y a pas que l'économie à prendre en compte. Et par exemple, si on considère que dans l'opinion, il y a ce sentiment néfaste, presque vénéneux d'assistanat, si l'homme politique considère que c'est un risque et qu'il faut absolument montrer qu'on ne peut pas percevoir de l'argent sans travailler, alors, même si l'économiste dit que c'est inefficace, c'est aux politiques, en démocratie, de prendre la décision. C'est comme McKinsey, tu vois. Exactement. Et comme ils ont le droit de le faire, mais il ne faut pas le faire parce que derrière, le retour de flamme peut être dévastateur. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais ce qui est vrai, c'est que moi, je relisais tout à l'heure les papiers de Julien Damon, qui est un spécialiste des questions sociales auquel je fais totalement confiance. Et quand je n'ai parlé avec lui, il me dit en réalité, c'est pas juste. C'est infaisable. C'est infaisable en réalité. En pratique, c'est infaisable. Je crois qu'il avait évalué. Il dit qu'il faudrait trouver 1 million d'équivalents temps plein, quelque chose comme ça. Donc je sais plus, mais c'est énorme. Tu as 2 millions d'allocataires au RSA. Ouais. Donc si tu en exclus effectivement la moitié parce que mère célibataire, parce que maladie de longue durée, parce que voilà, en gros tu t'en exclus la moitié. Effectivement, il reste 1 million de personnes et tu peux effectivement penser. Allez, on va dire qu'il faut un agent pour en accompagner 2. Allez, tu vois là. Mais c'est des centaines de milliers de personnes. Mais sachant qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, un rapport de la Cour des comptes en début d'année sur le sujet du RSA en disant ce qui pêche, c'est pas le revenu, c'est la partie accompagnement où on est très très très, très mauvais. Mais bien sûr. Bon. Après, là où je suis tout à fait d'accord avec Clément, il y a le conseil politique des économiques et où quel qu'il soit, et la décision politique sont 2 champs différents. Je pense que cette cristallisation sur le RSA est révélatrice de quelque chose de plus large qu'une crise de l'État-providence où, pour le dire de manière très schématique, les Français ou les électeurs, et alors, caricature, mais ont l'impression qu'il y a des gens qui en profitent et qu'eux, ils trément, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et c'est vrai du RSA, c'est vrai de plein d'autres sujets. Et ils se disent, en plus, si on réforme des choses, si on réforme quelques allocations, moi je vais en perdre et je vais pas savoir ce que je vais gagner. Donc je marque bout sur ce que j'ai, je dénonce, je regarde les autres en disant eux ils foutent rien, c'est pas normal. Et il y a là un problème qui se cristallise sur le RSA, mais qui est à mon sens bien plus large et qui est la question au fond de l'efficacité de l'État-providence, de l'efficacité de l'action publique un peu plus large, sur lesquelles il y a probablement besoin de conseils. Mais c'est la même chose même sur l'immigration, avec le débat sur les allocations et sur l'ouverture aux étrangers, ou disons aux non-français, des allocations dites non contributives. Et ce débat-là, il se cristallise sur tous les points. Et ce débat, tu sais, t'étais pas né, Clément. Ah oui, ça j'imagine. Ce débat, non, mais c'est le bruit et l'odeur. Oui, c'est la phrase de Chirac, c'est quelle année, 94, quelque chose comme ça. Ah, j'étais né. T'étais né. Donc, qui donnera effectivement cet extrait tristement célèbre autour du bruit et de l'odeur. Il ne parle que de ça, effectivement.
qui gagne 50 000 francs. Et le Français qui voit sur le palier en face de lui, l'étranger qui gagne... Mais c'est ce que dit... Il dit 50 000 francs de prestations sociales. C'est ce que dit Éric Zemmour aujourd'hui. Bien entendu, sans travailler. Mot pour mot. Après, il ne faut pas non plus se mentir. Hein. C'est pas la situation majoritaire, ni même, mais il y a des cas que tout le monde connaît. Moi, j'habite dans une ville où il y a 60% de logements sociaux, beaucoup de problèmes sociaux. Il y a des cas que tout le monde connaît, de gens qui bénéficient de logements sociaux alors qu'ils ne devraient pas en avoir, Bien sûr. de gens qui... Tu vois, et c'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu as ça qui existe, que tu as des cas d'abus, et que par ailleurs, toi, tu vas payer ton plein à plein pot et que tu te prends une amende parce que tu t'es mal garé 5 minutes, ben, c'est du raisonnement très basique, mais moi je suis convaincu que c'est ce genre, c'est ce cocktail-là qui entretient le populisme. Au bout de 7 ans, un tiers seulement des bénéficiaires du RSA en sont sortis. Donc oui, il y a un sujet, incontestablement. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est même vraiment fait pour en sortir durablement ? Bien sûr, il y a la logique de l'activité, le revenu de solidarité active, mais quand même, le RSA, il vient pour beaucoup de gens après l'épuisement des assurances chômage. Donc c'est une forme de revenu minimum. Mais c'est ça, c'est une sorte de revenu minimum qu'on a voulu moins garanti en disant il faut qu'il y ait quand même une incitation à l'activité, mais c'est quand même un revenu minimum, le RSA, il ne faut pas se mentir là-dessus. Dividende salarié. Alors, Erwan, je vais te lire, j'ai adoré. Alors, dividende salarié, on en a pas mal parlé ici, on en a parlé avec... Alors, une fois encore, je suis obligé de le dire, parce que j'ai une immense admiration, je peux le dire comme ça, pour Thibault Langsade, le boulot qu'il a fait à la tête de Jouve, Luminès, récompensé d'ailleurs dans notre cérémonie des héros, hein, avec l'entreprise du futur la semaine dernière. Vous pouvez aller voir ça, ou vous pourrez voir ça ce week-end. Voilà, ce sera diffusé ce week-end. Et donc, il a cette histoire de dividende salarié. Qu'on retrouve donc, tu le dis Erwan, dans les programmes de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron, l'idée étant d'une obligation d'avoir un système de partage du profit vers les salariés, autre que le salaire, hein, qui est quand même le premier des systèmes de partage du profit, si on veut verser des dividendes aux actionnaires. Et donc, alors non, parce que c'est bien écrit, donc je te cite, voilà. Derrière donc cette histoire, il y a toujours cette idée que les entreprises ne sont pas assez responsables et intelligentes pour récompenser leurs salariés. Il faut dès lors les surveiller comme des enfants, car vicieuses et viciées, elles seraient naturellement portées à se détourner de la raison qu'incarne et formule spontanément l'État, par miracle et par magie. Mais c'est chouette. C'est vraiment ce point-là, c'est-à-dire que ce qu'il veut avec cette histoire. C'est ce point-là que je conteste fortement dans cette réforme. L'idée, évidemment, tout ce qui consiste à dire qu'il faut encourager l'intéressement, aider les entreprises, et les entreprises s'en saisissent déjà en réalité. Mais là, en faire quelque chose d'obligatoire, où l'État vient en fait expliquer aux entreprises comment elles doivent être gérées, c'est la grande confusion. D'ailleurs, moi, à l'issue de cette tribune, il y a un député LR, Julien Aubert, qui m'a retweeté en disant, en gros, vous n'avez rien compris. Dès lors qu'une entreprise touche une aide de l'État, il est normal que l'État puisse décider de la façon dont la valeur est répartie dans l'entreprise. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir du moment où une entreprise touche une aide, l'État peut se substituer à son propriétaire actionnaire ou au management. D'ailleurs, l'aide correspond à une forme de nationalisation, en fait. Il y a une espèce de confusion totale entre ce que doit être l'entreprise, quel peut être le rôle de l'État, comment il peut encourager, inciter, mais pas se mettre à la place des gestionnaires. Chacun son boulot. Et l'entreprise qui gère mal, honnêtement, elle dure pas. Elle ne réussit pas. L'entreprise qui n'est pas capable d'associer ses salariés à la réussite d'une manière ou d'une autre, elle ne dure pas. Sauf que ça prend cette histoire. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un discours rationnel, mais derrière, tu as quand même et Thibault Langsade, c'est pas un gauchiste, quoi, tu vois. Le gars, il est ancien vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME. Oui. Mais c'est un peu ce que disait Clément tout à l'heure. Quand tu vas au bout de ce pourquoi il a fait émerger ce sujet, c'est pour essayer de réduire les tensions, en fait.
politique, sociétale, comme on dit, Oui. autour du capitalisme, du dividende et de l'ensemble de ces sujets. Non, mais non seulement il est au MEDEF, mais il est plutôt libéral. Tout le monde au MEDEF n'est pas libéral. Hein. Mais, Oui, enfin, mais, libéral à la française, c'est-à-dire Voilà. rentier à partir du moment où c'est moi qui ai le pouvoir. non, mais je ne suis pas jusque-là non plus. Mais Si, tu peux. c'est la logique. Honnêtement, moi, je pense que ce qui motive la logique des politiques qui reprennent cette décision, c'est de se dire il faut qu'on trouve des mesures pour le pouvoir d'achat. On n'a pas la moindre idée, l'État n'y arrive pas. La vraie réforme, enfin la vraie piste, ça serait de promettre de la croissance, de la compétitivité, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Eh ben, on va aller prendre l'argent où il est, on va obliger les gens, les entreprises à redonner leur argent parce que au fond, nous, ça nous coûte rien et ça va même nous rapporter des voix. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'exemple même d'une mesure populiste, facile, de réponse au pouvoir d'achat dans le cadre d'une élection. Clément ? Oui, moi, à titre personnel, je pense que l'intéressement est beaucoup plus intéressant. Même si peut-être que la loi Pacte, on pourrait encore la prolonger, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans l'intéressement. Ouais, tout à fait. Notamment une baisse de ce fameux forfait social. Alors peut-être que baisse importante des prélèvements. Après, peut-être que de toute façon, dans l'imaginaire collectif, tout ça est similaire. C'est-à-dire que dividendes salariés, intéressement. Effectivement, l'idée derrière, c'est de dire les salariés vont immédiatement bénéficier d'une augmentation du résultat en cas de période de prospérité. Encore faut-il qu'il y ait du résultat. Voilà. Donc mais voilà, je pense que après le mot dividende salarié, il est toujours un peu curieux parce qu'effectivement on mélange. Enfin voilà, les mots ont un sens. En fait, je crois que le vrai débat derrière, c'est effectivement le partage de la valeur ajoutée et peut-être Stable, bien sûr. Stable depuis 40 ans, Clément. Non, mais on est d'accord. Stable en France depuis 40 ans. Bien sûr. Entre eux, alors c'est l'État en fait qui a augmenté un petit peu sa part. Là, elle est en train de rebaisser, mais entre l'État, les salariés et les actionnaires. Non, bien sûr. Et j'allais dire peut-être pour certains, la question du partage du pouvoir dans l'entreprise. Ça me fait penser aux propositions de Thomas Piketty sur l'idée qu'il faudrait au moins 50% de salariés, de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est ça. La question du pouvoir d'achat et la question du pouvoir dans l'entreprise, parce que peut-être que la gouvernance d'entreprise aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on questionne tout le temps, mais est peut-être à repenser, ou en tout cas peut-être modifier certaines choses, mais toujours pas avec les mêmes problèmes qu'on connaît, la faible syndicalisation en France, qui sait qu'on met dans les conseils d'administration quand on représente que 7% des salariés, c'est sûr, c'est pas... Voilà, donc une sorte de codétermination à l'allemande, mais avec les spécificités françaises, qui est dur à trouver. Non, mais je suis tout à fait d'accord, il y a cette question de la gouvernance des entreprises qui se pose. Avec tout ce message, considère qu'en fait l'entreprise n'appartient pas vraiment à ses propriétaires. Non. Ce qui, moi, à mon avis, mérite réflexion. Et puis après, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans toute cette logique de répartition de la valeur ajoutée, il n'est pas inutile de rappeler que l'actionnaire il touche le dividende après que tout le monde ait été servi. Le salarié, les fournisseurs, l'État. L'État, il sert avant. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un dividende d'État, je sais pas, ou une répartition comme ça et que l'actionnaire, donc non seulement il est servi en dernier, mais il a mis de l'argent et ça baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité de son dividende à l'inverse du salaire. Donc il y a aussi des questions quand on incite les salariés à dire d'investir dans leur entreprise. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose et que c'est intéressant, ça c'est une bonne chose. Mais il y a l'inconvénient de se dire si tu mets toute ton épargne dans un truc qui perd de sa valeur aussi, c'est pas non plus idéal. Tu as acheté la maison à côté de ton entreprise. Tu vas mettre ton épargne dans les fonds de ton entreprise. Si effectivement l'entreprise se casse la gueule, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, tu le vois dans les dernières, dans un certain nombre de négociations salariales. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas citer les entreprises, mais il y a eu 2-3 grosses entreprises industrielles qui ont essayé de mettre en avant des primes de participation très importantes pour essayer de limiter les hausses de salaire. Avec l'idée, finalement, les gars, ça va être moins imposé, moins chargé, on a tous à y gagner. Et les syndicats refusent, les salariés. Et en ça, je pense qu'ils ont parfaitement raison, ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pas la même chose. C'est pas soumis aux mêmes cotisations sociales. Ça ne donne pas droit aux mêmes droits, comme disait l'autre. Donc, moi, je suis même pas sûr de cette histoire d'intéressement, de participation. Il y a une forme d'unanimité autour de ça. C'est effectivement une manière d'essayer de résoudre notre fracture entre salaire brut et salaire net, qui est une vraie fracture en France. C'est aussi très dubitatif sur c'est aussi une manière pour les entreprises d'inciter les salariés. D'inciter les salariés, mais si ça se fait au détriment du salaire,
dans un pays comme la France. Et c'est ce que disent certains syndicats d'ailleurs. Ils disent, si ça se fait au détriment des augmentations de salaire pérennes Mais bien sûr. et de la retraite. Et surtout chargé. Mais oui, voilà, Bah c'est oui, ça. c'est ça. Augmentation de salaire, chargé, cotisé, qui donne bien droit sûr. à du salaire différé derrière. Mm. Oui, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais savoir comment tu regardais, Erwan, le sujet des Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, les gars qui sont dans la tempête là autour de la Russie. Bah, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et puis beaucoup d'interrogations, très honnêtement. Je n'ai pas de solution miracle à recommander. C'est extrêmement complexe. On a des entreprises qui ont des activités là-bas, qui ont, comme ils le disent très bien, même les dirigeants de ces entreprises, ils ont des salariés, ils ont des engagements vis-à-vis de leurs salariés, pas que vis-à-vis des consommateurs, ils ont vis-à-vis des salariés. Et en même temps, on est dans une situation ambiguë où en gros, la Russie est considérée pas uniquement comme un pays dont dont on serait éloigné, c'est comme un ennemi. Ouais. Sans être en guerre avec elle, parce que ça n'est pas non plus, fort heureusement, on n'est pas en guerre avec la Russie, donc c'est pas juridiquement, je veux dire, c'est pas un ennemi. Et pourtant, on la traite comme un ennemi. Mais ça pose plein de questions aussi pour des entreprises russes en France. Il y a cette question de ces entreprises russes que le gouvernement n'arrive pas à vendre parce qu'il y a plein de questions de juridiques. On peut pas racheter une entreprise d'un Russe qui est sous sanction. Mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est des situations qui sont extrêmement complexes pour les dirigeants. Que peut-être ils ont peut-être pas là pour le Donner quelques chiffres. Auchan, c'est 10% de son activité qui se fait en Russie. C'est 30 000 personnes. Et 40% de ces 30 000 personnes sont actionnaires d'Auchan Russie. Decathlon, donc, qui lui a décidé de partir, c'est 2500 personnes. Pourquoi Decathlon a décidé de partir? C'est le groupe Auchan, d'ailleurs. C'est le groupe Auchan, mais pourquoi est-ce qu'ils partent? Parce qu'en fait, ils importent de Chine. Et ils payent en dollars. Et donc, en fait, Decathlon en Russie, comme ils le disent assez joliment, était en train de rouler sur la ligne jaune des sanctions. C'est-à-dire payer en dollars un fournisseur chinois, même si toi... Donc, ils préfèrent partir. Et puis, on a Société Générale. C'est 10% de ses effectifs totaux qui sont en Russie. C'est 12 000 salariés. Voilà. Après, tu as des cabinets d'avocats, par exemple, confirmés. Ils ont quitté la Russie. Mais ils n'ont pas des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés, tu vois. C'est vrai. C'est le sujet. Non, mais c'est vrai. C'est là, il y a des gens qui sont engagés derrière. Et en même temps, c'est là où on rejoint le sujet sur lequel on n'était pas d'accord tout à l'heure, c'est que il y a un engagement, il y a une forme d'engagement politique ou moral, qui rattrape l'entreprise. C'est ça. Et toi, donc, tu le dis pas comme ça, mais tu penses on peut pas rester, quoi. Je pense que, compte tenu de la situation face à un pays, si on considère que la Russie est un pays aujourd'hui ennemi, qui essaie de déstabiliser les régimes démocratiques occidentaux, qui a envahi un pays dont on est proche, voire presque allié, c'est quand même extrêmement problématique d'y être. Après, je ne dis pas que la transition peut se faire facilement, mais c'est quand même compliqué de rester dans un pays avec lequel on est pas loin d'être dans une situation de... Oui, c'est vrai que ça rappelle... Alors là, le problème, c'est que c'est très brutal, effectivement. La transition, d'un coup, en quelques jours, semaines, elle doit se mettre en œuvre. Mais ça rappelle ce qui était déjà présent, ce qui a toujours été présent, par exemple, avec les embargos. C'est vrai qu'en Iran, par exemple, nos entreprises françaises, pendant des années, ont eu l'interdiction stricte d'y aller. Puis il y a eu, à l'aune des accords de Paris sur le nucléaire, une possibilité un peu accrue, on va dire, de certaines entreprises françaises. Des entreprises là, c'était la pression américaine sur l'Iran. Oui, mais comme les échanges étant au dollar pour la majorité d'entre eux, de toute façon, quand les États-Unis mettent un embargo, c'est en fait énormément de pays qui, de fait, ne peuvent plus échanger. Tu sais qu'à l'époque, j'étais un peu copain avec le patron de la marque Peugeot, qui était investi en Iran. Du jour au lendemain, il ne pouvait même plus envoyer un mail. Oui. C'est-à-dire même l'ensemble des gars qu'ils étaient obligés de laisser tomber en Iran. Et pourtant, ce n'était pas la guerre ouverte avec l'Iran non plus. Ils ne pouvaient même pas prendre le risque de leur dire « Salut les gars, j'espère qu'on se retrouvera bientôt ». Et c'est là où ces dirigeants n'ont pas complètement tort en disant il faut aussi que le politique nous dise quoi faire. Parce que c'est là où, ce que disait Clément tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, il y a les intérêts économiques, et on est dans les démocraties, c'est le politique qui l'emporte au final. Et donc il faut que le politique aussi... Mais je crois qu'en réalité, l'administration et le gouvernement est assez présent auprès d'un certain nombre de ces acteurs. Et puis on peut le dire, l'administration, enfin en l'occurrence Bruno Le Maire, c'est pas un reproche, mais c'est un petit peu gouré sur Total par exemple. C'est-à-dire que très vite Pouyanné a été à Bercy, ils ont beaucoup discuté avec le maire, pour tout un tas de raisons qu'on n'a plus le temps de réexpliquer maintenant. Total s'est dit, c'est jouable, on peut continuer à rester. En
fait, non, quoi, la pression était trop forte. Juste, il nous reste 2 minutes, Clément. L'histoire de payer le gaz en roubles, c'est un détail ou c'est pas un détail? Bah, c'est juste pour essayer d'enrayer un tout petit peu la chute du rouble. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. soutenir sa monnaie. Hein. C'est ça, Il y a si pas on est de- obligé d'acheter du rouble, donc de soutenir la devise, comme tu dis, bah, ça évite la crise de change que connaît la Russie. Bon, voilà, mais c'est simplement une mais en mesure. même temps, tu contournes les sanctions si tu fais ça. Tu peux pas. Oui. Enfin, tu mets les pays ou les compagnies occidentales dans une situation Alors impossible. oui, et j'ai envie de dire en même temps, on peut très bien imaginer que les sanctions dépassent cette contrainte de la monnaie et considèrent que l'échange tout court, que ce soit en rouble ou en dollars, ne plus avoir lieu. Quelque part, je pense qu'on est suffisamment imaginatif sur les sanctions. Tu parlais des mails interdits en Iran Ouais, pour ouais, qu'on ouais. puisse être très radical et pas se cantonner aux échanges en euros ou en dollars. Donc ça veut dire qu'il nous met au pied du mur et qu'il prend un risque quand même avec cette histoire Poutine. C'est-à-dire que, bon, là, les Européens, a priori, refusent de payer le gaz en roubles. Ouais. Hier, le président de la Douma a dit, si vous voulez du gaz, il faudra des roubles. Voilà, on est sur un bras de fer qui est totalement anecdotique, évidemment, au regard du bombardement de Mariupol, mais il nous met au défi, c'est ça le... Oui, c'est toujours pareil, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Premièrement, on Ouais. ne sait pas. Est-ce que... S'ils vont jusqu'au bout, ils coupent le gaz, hein, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en même temps, est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre de perdre, alors les chiffres varient, mais l'équivalent de 600, 700 millions d'euros par jour? C'est ça, ouais, à comme peu ça. près. Ouais, c'est ça. Ça paraît difficile. Mais c'est comme la menace nucléaire, c'est toujours pareil. A priori, on souhaite qu'ils aillent pas au bout quand même. Erwan ? Et tout ça va rejoindre les sujets d'inflation, d'énergie dont on parlait tout à l'heure. Il y a des inquiétudes très vives aujourd'hui dans le monde industriel et politique et décideurs sur l'hiver prochain, sur notre capacité Oui. à assumer les besoins énergétiques à l'hiver prochain. En Allemagne, les inquiétudes, elles sont très vives sur... Aujourd'hui. Oui, voilà. Et la fixation du prix de l'énergie en Europe, ça c'est encore un sujet. Ça, à mon avis. On a fait une émission spéciale là-dessus. Oui, hein. C'était un autre temps sur le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, qui bat des records d'ailleurs, hein, en France, qui a battu des records là, ces 2 derniers jours. Merci, chers amis. Merci, Merci Clément. beaucoup. Merci, Erwan. Demain, donc, vous retrouvez Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi pour continuer nos débats. Bonne soirée à vous tous.